Dans 263 jours, Oran, joyau de la Mare Nostrum, sera la capitale de la Méditerranée. La mégapole de l'Ouest algérien sera à l'espace d'une dizaine de jours l'attrait et la vitrine de notre beau pays. Les 19e Jeux d'Oran, les deuxièmes après ceux d'Alger en 1975, seront très certainement, et on l'espère en tout cas, une grande réussite. On va en parler ce soir dans notre émission, puisque notre invité ce soir, c'est le tout nouveau commissaire des Jeux méditerranéens d'Oran 2022, M. Mohamed Aziz Delouez, qui est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir d'être parmi vous et surtout d'avoir la possibilité de parler des Jeux méditerranéens, cet événement intercontinental que notre pays a l'honneur d'organiser pour la deuxième fois après ceux de 1975, c'est-à-dire il y a 47 ans. Et avec moi, pour essayer d'en connaître un peu plus sur les préparatifs de ces Jeux, où est-ce qu'on en est, avec moi ce soir, il est consultant en marketing sportif. Mahmoud Boukelmouh est avec nous. Bonsoir. Mahmoud. Bonsoir Riyad, bonsoir Monsieur le Ministre. Très heureux d'être parmi vous. Date d'autant plus symbolique qu'on fête aujourd'hui les 70 ans de la première édition des Jeux méditerranéens. C'était un 5 octobre en 71 à Alexandrie. Voilà. Donc merci d'être là. Et puis on va vous permettre de faire la connaissance d'un jeune athlète qui est avec nous. Il est consultant de Canal Algérie, consultant sport, même si c'est plutôt la petite balle qu'il a l'habitude de caresser. C'est Nordine Hani qui est avec nous. Bonsoir Nordine. Bonsoir Riyad, bonsoir Aziz, bonsoir Moulay Bougelmouh. Et puis bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Donc c'est vraiment un plaisir d'avoir aujourd'hui un handballeur à la tête de ces JM. Nous, la famille du handball, on est tout le temps comme ça. Une personne que je connais depuis maintenant un demi-siècle. J'ai été parmi la première pierre de son travail d'entraîneur, puisque je fais partie de la première promotion de tout ce qu'a fait Aziz Delouez. J'ai été adversaire, j'ai été coéquipier, enfin j'ai été un peu de tout. Donc c'est vraiment une bonne chose. Après une traversée du désert, il faut dire les choses telles qu'elles sont, de le revoir sur le terrain. Quelqu'un qui peut beaucoup ramener à l'Algérie, et je pense qu'il a toujours su relever les défis, et il relèvera celui-là. Alors on va reparler de cet énorme défi qui nous attend tous et qui vous attend tout particulièrement. Vous avez été installé hier à Oran par le Premier ministre, M. Ayman Ben Abdelrahman. On va, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, il n'y en a pas beaucoup, on va voir ce petit portrait, et puis vous nous direz ce que vous en pensez après. On regarde. Promis à une grande carrière en tant que joueur, Mohamed Aziz Delouez est contraint de mettre un terme à sa carrière à cause d'une rupture de tendon au quadriceps. Une blessure qui a été un coup du destin qui changera à jamais sa vie. Il devient alors entraîneur et écrira l'une des plus belles pages de l'histoire du hand algérien en remportant 5 titres consécutifs de champion d'Afrique et une victoire aux Jeux méditerranéens de Latakia en 1987. Il est aussi à la tête de l'équipe nationale lors de 3 Olympiades, Moscou 1980, Los Angeles 1986 et Séoul 1988, et lors de 2 championnats du monde, en Allemagne 1982 et en Suisse 1986. Mieux encore, Aziz Delouez est l'initiateur du fameux système défensif 3-3, une marque déposée en son nom qui sera repris par les plus grandes nations de la petite balle. Il est nommé ministre de la Jeunesse et des Sports et pendant cette même période, il préside aux destinées du Conseil supérieur du sport en Afrique. L'homme au grand défi sera encore une fois face à un autre grand challenge très important, faire du rendez-vous d'Oran une véritable fête méditerranéenne. Portrait de Mohamed Aziz Delouez. Avant que vous réagissiez, peut-être que vous voulez rajouter des petits points sur ce portrait. Est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il manque certains points? Mais il manquera toujours quelque chose, parce qu'un petit sujet comme ça, on ne peut pas tout mettre dedans. Ce qu'a fait Sidi Ahmed Boulraïb, il faut le rappeler, donc c'est lui qui a fait le sujet. Il a parlé de quelque chose de très important. C'est la blessure. C'est la blessure. Il n'y aurait pas eu la blessure, je pense que vous n'aurez pas eu le même destin. Ah ben non, j'espérais devenir un grand athlète. Absolument. Et là, c'est dans ma première année senior que j'ai eu ça, au moment où j'avais une croissance physique d'ailleurs vraiment importante.
Et oui, ça a bloqué ma carrière d'athlète. Ça m'a poussé vers l'entraînement. Et comme tu le rappelais si bien tout à l'heure, la CJS, Centrale Jeunesse Sport, et avec ta génération et puis celles qui sont venues après, et puis toujours des décisions qui viennent et modifient le cours des choses. Ensuite, la réforme sportive, le NEDIT, parce que le NEDIT, il fallait dissoudre tous les autres clubs que ceux qui allaient au niveau du championnat de performance. Et le NEDIT n'avait pas de jeunes, et donc c'est nos jeunes qui ont été, c'est vous qui avez constitué donc la nouvelle génération du NEDIT. Et au NEDIT, bon, évidemment, on a été les premiers champions d'Algérie. Ça a amené monsieur le ministre Djamal Hou de l'époque, que je salue, après des mauvais jeux méditerranéens justement, et championnats d'Afrique, les championnats de Brazzaville et le jeu de Split, à exiger des changements parce que l'équipe était, on ne peut pas dire vraiment vieillissante, mais elle était un peu saturée d'une préparation qui était la conséquence des entraîneurs dont on a bénéficié dans le bal algérien, c'est-à-dire de ceux des ex-pays de l'Est. Avec beaucoup de rigueur, une nouvelle approche scientifique, et puis donc un handball plus moderne. Et évidemment, ça a profité aussi à tous les techniciens algériens. Moi, j'étais un pragmatiste. Je ne me destinais pas à une carrière d'entraîneur professionnel. J'avais été bénévole dans l'associatif, vraiment dans tout ce que j'ai fait avant. Après, bien sûr, avoir fait des études dans un autre domaine de sciences économiques, et puis d'avoir travaillé à la Société nationale des industries chimiques. La réforme sportive m'a poussé à embrasser le métier d'entraîneur professionnel, de directeur technique, etc. Et là, je suis devenu entraîneur national adjoint avec mon ami et mon frère Fodel Hassan Khoja. Avec Calderache, donc une nouvelle école après la roumaine, c'est l'école allemande. Et là, j'ai préféré laisser Fodel avec Erwin Calderache sur le terrain, puisque moi j'avais eu déjà l'expérience des Jeux méditerranéens 75, où j'étais secrétaire général de la fédération et où j'avais été directeur de la compétition de handball sur le terrain. Donc ça, c'est déjà une première expérience vraiment clairement en rapport avec l'organisation des Jeux méditerranéens cette fois-ci. En 78, j'ai préféré également m'occuper donc de la compétition, de la direction de la compétition sur le terrain, de handball bien sûr. Et puis le ministre, là, après ces mauvais résultats 79, m'a chargé de la direction technique des équipes nationales de handball. Donc, à partir de novembre 79, et j'ai enchaîné avec les Jeux Olympiques de Moscou, donc, alors directeur technique et entraîneur, et les championnats d'Afrique de 81, et tout ce que vous connaissez donc par la suite. Et entraîneur, justement, avant de laisser peut-être Mahmoud poser des questions, pour peaufiner ce profil et puis entrer de plein pied dans cette organisation des Jeux, Aziz Derouaz, l'homme qu'on connaît, c'est le coach. Hein. Il y a peut-être moi, l'analogie que je fais dans le football, c'est peut-être un Bilsa qui est venu bien sûr après vous. Je ne vous appellerai pas loco, je ne me permettrai pas de le faire. Mais en tout cas, c'est ce qui reste de Aziz Derouaz, c'est cet entraîneur passionné, sanguin, qui ne lâche rien, qui n'aime pas perdre, très compétiteur. Alors la question que j'ai envie de vous poser, Nordine a parlé tout à l'heure de cette blessure qui a changé complètement le parcours de l'homme que vous êtes et que vous êtes devenu après cette longue carrière. On pose souvent la question à de grands joueurs ou des joueurs, quand ils passent de l'autre côté, entraîneur, on leur dit, est-ce que c'est la même passion, est-ce que c'est la même intensité? Vous n'avez pas vécu le haut niveau en tant que joueur, mais est-ce que vous avez vécu sur le banc, par procuration, le joueur que vous auriez toujours voulu être? Est-ce que ça vous arrivait, ça? Absolument. Absolument. Ça vous arrive d'abord devant le drapeau. Ça vous arrive de frissonner devant le drapeau. De frissonner devant le drapeau, d'écouter l'hymne national, comme les joueurs, les gens qui sont sur le banc, ils vivent exactement les mêmes émotions et ils supportent exactement, ou même plus,
hein, le même poids. Le poids est plus grand, mais pourtant on n'est pas dedans. Absolument. On n'est pas, c'est-à-dire que chacun fait ce qu'il peut, son travail. Il faut faire son travail. Et bien sûr, les exigences sont énormes parce qu'il y a ce fardeau, donc je vous dis, la responsabilité devant la nation, devant tout le peuple algérien. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vivre pour le ressentir. Je souhaite à toutes les générations futures de le vivre, au maximum de jeunes de le vivre à travers tous les différents sports en tant qu'athlète. Parce que représenter son pays, c'est vraiment exceptionnel. Et également, les entraîneurs, ceux qui n'ont pas eu le bonheur encore de vivre ces émotions fortes et surtout d'être à la tête d'une équipe nationale. Et puis la performance, la fierté de voir le drapeau flotter, c'est aussi une diplomatie puissante, la diplomatie sportive. Elle est forte, elle est puissante. Certainement, et notre équipe nationale était réputée pour avoir fait ce travail magnifiquement. Je rappelle donc qu'on a gagné 5 titres de champion d'Afrique consécutivement. C'est énorme, on en rêverait maintenant. Hein. Oui, je crois que beaucoup de gens et d'adversaires, entre guillemets, des fois, ne se rendent pas compte ce que c'est que de gagner consécutivement. Nous avons le record, en tout cas en Afrique. Et je ne sais pas si sur d'autres continents, il y a des pays qui ont gagné 5 fois consécutivement leur championnat continental. Donc alors, bon, on peut dire c'est facile, mais c'est facile 5 fois, c'est compliqué. Et donc, voilà, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que il y a eu d'autres choses qui nous sont arrivées, qui ont encore renforcé ces sensations, ces sentiments. Je vais vous citer par exemple les 2 premiers championnats d'Afrique gagnés à Tunis et au Caire, où on ne nous a pas joué notre hymne national. Alors à Tunis, c'est parce que ça s'est terminé dans la cacophonie. Le stade a été bombardé de sièges, de tout ce qu'on veut, enfin la salle. Il y a eu même une vitrine de cassée. Ah, mais ça c'est avant. Hein, ça c'est avant. Et au Caire, c'est volontairement là qu'ils ne nous ont pas joué notre hymne national, donc il a fallu le chanter. Et ça aussi, ça donne une dose d'adrénaline supplémentaire. En tout cas, on va garder ça en mémoire. Je retiendrai 2 mots de la fin de votre portrait, puis je vous laisserai poser la question. C'est beaucoup de travail et beaucoup de fierté. C'est en tout cas ce que le sport de haut niveau, la performance, et en ce qui concerne les Jeux méditerranéens, l'organisation aussi est un défi de réussite. C'est aussi une performance. On va en parler dans l'émission. Peut-être que vous vouliez rajouter quelque chose, Mahmoud, avant qu'on entame le débat sur les JM et sur les... Je voudrais juste rajouter quelque chose, parce qu'on est passé sur les championnats d'Afrique. Il faut parler justement des Jeux méditerranéens, puisque c'était l'objectif assigné par M. Djemal Houhou au directeur technique que je fus et à l'entraîneur national que je suis devenu. C'était les Jeux méditerranéens de 83. Il faut saluer donc ce qui ne s'est plus fait pendant longtemps, qu'un ministre donne le cap et des objectifs plus de 3 ans avant à l'ensemble des fédérations. 3 ans. Plus de 3 On va ans. en parler justement, Voilà. des fédérations. Et, on a eu la médaille d'argent des Jeux méditerranéens, alors que c'est le bronze qu'on nous avait demandé. On a battu la France. Rappelez-nous le podium de l'époque. Alors, Yougoslavie. C'est les Brésiliens du handball à l'époque. Hein. Absolument. Algérie et je crois France. Mais la médaille de bronze ne nous intéressait plus. Pas du tout. Nous avons battu la France 21-12. Et les Jeux suivants, à l'attaquer, les Français ont fait leur réforme à cause de cet échec. L'Algérie les a obligés à faire une réforme. Exactement. Et je leur rappelle régulièrement, d'ailleurs, que nous sommes à la base de leur succès futur. Nous étions à la base de leur succès futur. Et en 87, ils étaient sûrs de nous battre cette fois-ci. Comme quoi, même dans l'histoire du handball, l'Algérie a une plus vieille histoire que la France. Et nous avons battu la France en finale, cette fois-ci, pour la médaille d'or, pour les peuples algériens et syriens qui nous ont supportés comme un seul homme, comme si nous étions leur équipe nationale. Voilà, c'est avec l'histoire qu'on construit le futur. On va commencer sur ces Jeux. Vous prenez la tête de ce comité d'organisation des Jeux de 2022. Vous prenez le train en marche, puisque, allez, on est à
8 mois, un peu moins de 9 mois de la cérémonie d'ouverture. Ce sera le 25 juin dans le magnifique stade d'Oran. C'est probablement, et je le disais dans le début de l'émission, dans cette riche carrière que vous venez de nous égrener, un des plus grands challenges de votre carrière que ces JM. Alors, dans quel état photographie un peu des préparatifs de ces Jeux? Bon, j'ai eu le plaisir d'accompagner le Premier ministre et la délégation qui a fait la visite des sites et l'état actuel donc de la préparation, avec également un crochet sur l'aéroport d'Oran et le nouvel aérogare qui est magnifique et qui sera prêt, lui, on a constaté que c'était une certitude. Et, qui sera la première chose que verront tous nos invités. Que verront tous les invités de l'Algérie à l'occasion de ces Jeux. Et c'est un bonheur pour tous les Algériens, une fierté, et pour la population d'Oran, qui a souffert en particulier pendant les années où cet aérogare était en chantier. Si je ne me trompe pas, je crois que ce sera le premier en Afrique, le premier aéroport en Afrique en termes d'énergie solaire. Hein. Énergie solaire, totalement, exactement. C'est le meilleur en Afrique, ça sera le meilleur exactement. en Afrique. Et donc, j'ai eu le plaisir d'accompagner le Premier ministre et de constater de visu l'état actuel des chantiers, du grand chantier de la cité olympique. Et d'abord, une énorme satisfaction, c'est celle de la cité olympique. Il faut en parler parce que d'abord, elle est prête quasiment à 100%. Il n'y a que la décoration extérieure qui va être entreprise par les paysagistes, etc. ces jours-ci. Et c'est vraiment une cité dont on pourra être fier par rapport à tous les événements sportifs. C'est un complexe 3 étoiles. Voilà. Donc, j'ai personnellement vécu beaucoup d'événements olympiques. J'ai fait 3 Jeux olympiques en tant qu'entraîneur. J'ai assisté également aux Jeux de Los Angeles, où nous étions logés en cité universitaire, celle de UCLA. J'ai eu le bonheur aussi d'être à Sydney. Donc j'ai vu beaucoup de cités olympiques, j'ai vu celles aussi de différents Jeux méditerranéens. Et celle d'Oran ? C'est vraiment... Ce sera une référence. Du très haut niveau. Voilà, ce sera une référence pour les futurs organisateurs. C'est une fierté pour nous. Si on compare Mahmoud Bouguelmoua avec, par exemple, les villages méditerranéens, par exemple, des anciennes éditions, oui, même des Jeux la cité d'Oran, elle est nettement au-dessus. Hein. Tout à fait. J'ai eu l'occasion de me rendre à Tokyo, au village olympique, il y a 2 ans. Et effectivement, le village méditerranéen d'Oran est loin devant en matière de confort. À Tokyo, c'est Delhi, d'ailleurs, qui ont fait la polémique. C'est lits en carton. À Oran, ce sera des lits de 2 places, il me semble, pour chaque athlète et au standard 3 étoiles. Non, ce sera vraiment une belle cité et un lieu de vie et de convivialité pour les athlètes qui pourront effectivement vivre la vie de ce brassage que permettent les compétitions de cette envergure entre les différentes délégations. Il y aura aussi, parce que j'avais rencontré des responsables des différents ministères aussi, parce qu'il y a beaucoup de ministères qui chapeautent à leur niveau, hormis le sport, bien évidemment, il y a le ministère de la Culture, également on va parler de la cérémonie d'ouverture tout à l'heure, il y aura même des musées et des ventes d'objets traditionnels et culturels au niveau du village pour faire découvrir la culture il est évident qu'un des volets millénaire de l'Algérie. Un des volets de ces Jeux, de l'organisation de ces Jeux, c'est de mettre en évidence... C'est le rayonnement historique et culturel. Le rayonnement historique, culturel et touristique. Voilà, pour montrer au monde entier les capacités de l'Algérie sur ce plan-là. Mahmoud ? Oui, une petite question peut-être sur les infrastructures. On sait, et on aime à le rappeler, que ce n'est pas des prérogatives du comité d'organisation, les infrastructures, mais malgré tout, vous avez votre mot à dire et vous suivez un peu. Vous avez eu l'occasion de vous y rendre hier. Vous nous avez parlé du village méditerranéen. On parle souvent du parc olympique, mais on oublie de parler des infrastructures qui sont en cours de réhabilitation. Après tout, c'est plus
près de 21 sports, il me semble, qui seront dispersés aux quatre coins de la ville d'Oran. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir un petit peu? Ça en est où? Non, alors je n'ai pas une idée complète de la situation, puisque je vous dis, j'étais dans la délégation du Premier ministre, il fallait voir l'état d'avancement des chantiers principaux. Voilà, des nouvelles réalisations. Donc là-dessus, on est rassuré pour le stade de football qui est prêt, et d'athlétisme qui est prêt à 95%, on va dire. Et donc ce sont des détails qui restent. Malheureusement, il y a des difficultés qui peuvent apparaître ça et là et qui ont leur importance en dehors de l'infrastructure elle-même en termes d'architecture et de finition, en relation avec d'autres questions. Les vrais problèmes se situent au niveau de la salle omnisport et de la piscine olympique, dès lors que l'état d'avancement n'est pas celui qui aurait dû être à cette période. En tout cas, le Premier ministre a été inflexible et intransigeant. Hein. Alors ça, c'est le bon côté de la chose. 31 décembre. Hein. Le Premier pas ministre, une heure de plus. Absolument, avec une rigueur qui m'a fait plaisir, une rigueur de financier, je dirais, donc à donner des ordres précis. Et les équipes vont travailler en 3x8, c'est-à-dire les chantiers. Et pas des heures de bureau, c'est ce qu'il a précisé. 24 heures sur 24, avec tous les intervenants qu'il faut. Pour être au rendez-vous, il a fixé le rendez-vous du 31 décembre. C'est un rendez-vous fixé par l'autorité principale. En ce qui me concerne, avec le comité d'organisation, je pense que si nous réceptionnons ça effectivement au début de l'année 2022, ça nous permettra d'être largement donc, au rendez-vous dans tous les domaines. Ça va permettre, justement, quand on va vous remettre les clés justement des infrastructures, ça va permettre, en début d'année 2022, de préparer des test events, d'essayer, et bien sûr, qui ont déjà commencé hein, sur certaines disciplines. On va avancer aussi, et c'est le message qu'on envoie à tout le monde, que ce soit les athlètes, les sportifs, les bénévoles et même les supporters, parce que la fête, elle n'est rien sans les spectateurs qui vont venir donner vie à cette compétition. Il faut que tout le monde soit vacciné. C'est le message important qu'il faut dire à tout le monde pour que le sport reprenne ses droits. Les spectateurs, donc les gens qui aiment le sport en tant que spectateurs, ceux qui aiment le sport en tant que supporters, ils doivent prendre d'ores et déjà à leur disposition pour être vaccinés. Ça n'est pas que les Jeux méditerranéens pour lesquels ce sera une exigence, mais ce sera une exigence de l'ensemble des disciplines sportives. De toutes les compétitions. Voilà, donc il faut se faire vacciner maintenant pour ceux qui ne le sont pas. Il faudra bien entendu avoir le pass sanitaire pour accéder aux infrastructures. Non, je dis ça parce qu'ils vont avoir le temps de se vacciner, parce que les universitaires vont rejoindre les bancs de l'université, les supporters de football vont remplir les stades et pour ça il faut avoir son pass sanitaire. Et aussi pour la réussite totale des Jeux d'Oran, ça sera la destination du début de l'été de l'année prochaine. C'est-à-dire que si on veut passer une bonne semaine ou une bonne dizaine de jours à Oran, dès maintenant il faut cocher pour aller passer un week-end ou regarder des finales de natation, ou une finale de basket, ou de handball, par exemple. Dès maintenant, on coche. Exactement. Et ça me donne l'occasion de rappeler que c'est les Jeux de l'Algérie. Certes, c'est les Jeux d'Oran, mais c'est les Jeux de l'Algérie et de toute la population algérienne dans les 58 wilayas. Et ce que je souhaite engager comme processus maintenant, c'est un processus de large communication et d'animation à travers les 58 wilayas du pays pour que les gens commencent à vivre les Jeux méditerranéens dès maintenant et se préparent effectivement, comme vous le dites, il y a ceux qui les suivront à distance, qui feront la fête à distance, mais il y a ceux aussi qui voudront être plus proches de l'événement et qui seront présents à Oran avec nous. Pour résumer, les Oranais seront les ambassadeurs des Algériens et tous les autres wilayas seront en laps de temps de 10 jours, tous Oranais. C'est un peu ce que vous voulez dire. Exactement. Nordin ? Écoutez, les Jeux méditerranéens, c'est vrai, donc c'est l'organisation, c'est tout ce qui va avec, mais c'est aussi les résultats sportifs. Et là, il y a beaucoup de choses à dire sur les résultats sportifs. On a accusé beaucoup de retard, on a mal géré la pandémie, il faut le dire. Tout était fermé, il y a un certain retard, et on n'a pas le droit, puisqu'on les organise chez nous,
C'est nos jeux. C'est nos jeux. Donc ça va avec les résultats. Bien sûr. Alors moi, je suis commissaire des Jeux méditerranéens sur la partie organisationnelle. Bien entendu, je ne suis pas concerné par la partie sportive. Et la partie sportive, je ne peux pas non plus m'en détacher. Dès lors que la réussite des Jeux, c'est une réussite d'organisation, mais aussi une réussite sportive. Une réussite sportive. Et puis vous êtes un compétiteur né, donc vous refusez la défaite. L'Algérie a quand même une tradition avec les Jeux méditerranéens. Dans ceux qu'on a organisés en 1975, il y a eu de très belles médailles, dont la médaille d'or la plus belle en football. La compétition de football, dans ce fameux match Algérie-France. Et il y a eu d'autres très belles médailles. Celle de Boualem Rahoui, ce sont des images inoubliables. Dans les éditions suivantes, il y a eu à chaque fois des exploits lors de ces Jeux méditerranéens. Ou des moments marquants, hein. Je ne sais pas, à Split, on se souvient du drapeau de corner de Mersqal. Moi, ça me reste dans la tête, mais ça reste dans l'histoire du sport national. Ce sont des événements qui sont dans l'histoire, ce sont des images fortes, marquantes. Et cette histoire du poteau de corner, elle n'est là aujourd'hui que comme anecdote pour affirmer la hargne qu'il y avait au niveau de cette équipe algérienne. C'est contre la Yougoslavie, je crois. On ne savait pas toujours comment la traduire. Donc, oui, il faut absolument penser à la partie sportive. Il y a eu beaucoup de succès jusque-là. Il y a des disciplines qui nous ont fait honneur à chaque fois. C'est pas banal qu'on gagne en sport collectif. Donc ça a été le cas en football, ça a été le cas en handball. C'était des médailles magnifiques. Maintenant, en sport collectif, c'est devenu beaucoup plus compliqué de le reproduire parce que nous avons régressé énormément, y compris dans ce sport qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est le mien, qui est le handball, où nous avons une médaille d'argent, nous avons une médaille d'or. Le fossé s'est creusé, c'est devenu très performant, très scientifique, très physique. Nous n'avons plus seulement comme adversaires, comme rivaux, entre guillemets meilleurs que nous, les équipes européennes, mais nous avons également des concurrents du continent africain, comme nos voisins tunisiens, les Égyptiens, qui dans l'ensemble des sports collectifs sont quasiment meilleurs que nous. Je ne vais pas parler du football, il faut mettre ça entre parenthèses, d'autant plus que le football, c'est les U18, les équipes nationales de moins de 18 ans qui vont faire la compétition de football. On va avoir un repère intéressant. Il y a 2 matchs France-Algérie amicaux qui sont programmés donc, dans les accords entre les 2 fédérations. Ça va être un excellent repère parce que la catégorie U18, il faut en prendre connaissance. C'est une fédération de football qui, depuis quand même quelques années, travaille beaucoup sur cette catégorie. Elle a intégré, comme pour l'équipe phare, l'équipe senior, l'intégration d'Algériens à part entière qui sont nés et qui se préparent, qui ont été formés à l'étranger. Et donc, on peut s'attendre à une participation brillante de cette équipe. Moi, j'espère toujours qu'on ait la possibilité d'avoir une médaille dans un sport collectif. Ce serait magnifique, handball, football. À côté, il y a les sports individuels, qui sont les sports porteurs de médailles. On ne cessera jamais de le dire. Et là, il y a évidemment les sports qui nous ont habitués à des performances brillantes, à des médailles, lors des Jeux Olympiques, lors des Jeux africains, l'athlétisme, la boxe, le judo. L'athlétisme, la boxe, le judo, l'haltérophilie. Maintenant, il y a la lutte qui arrive. Le karaté. Le taekwondo. Nous avons des possibilités dans toutes ces disciplines sportives. La natation. Alors j'ai dit le mot que j'aurais souhaité ne pas prononcer. C'est vrai que c'est un sport où nous avons gagné des médailles, nous avions la possibilité de gagner des médailles, où malheureusement la fédération était aux abonnés absents depuis un bon moment. J'ai appris aujourd'hui que depuis la fin des championnats d'Algérie de natation, les athlètes sont rentrés chez eux, garçons et filles, et il n'y a eu aucun stage depuis ce moment-là. Pourquoi ? Depuis le mois d'août. J'en sais rien, il faut poser la question au président de fédération. Toujours est-il que c'est regrettable parce qu'il n'y a pas si longtemps, nous avions une équipe nationale de 30 nageurs et nageuses. Où sont-ils passés ?
Pourquoi on travaille que sur 2-3 nageurs ou nageuses que nous avons vus aux Jeux Olympiques, malheureusement toujours en dernière position dans les séries. Je crois que leurs capacités sont au-delà des performances qui ont été réalisées aux Jeux Olympiques. Alors je pose la question pourquoi, et j'espère qu'un plan spécial va être aménagé pour retrouver un peu de couleur dans cette discipline et toutes les disciplines que nous avons citées tout à l'heure, où je dis il y a une histoire et où il y a des possibilités qui ont été prouvées par les athlètes algériens, et ce sont des disciplines où il y a beaucoup de médailles. Je rappelle qu'en boxe il y a 11 catégories, je crois. Oui, aujourd'hui, c'est masculin-féminin, ça n'est plus comme avant. Et nous avons des championnes en boxe. Nous avons également en karaté eu l'habitude d'avoir de brillantes participations. Et le karaté est devenu une discipline olympique. Et on a de grands talents en karaté aussi. C'est devenu une discipline olympique. C'est surtout ça qui est important. Elle ne sera pas en 2024. Parce qu'il faudra faire le lien. Elle ne sera pas en 2024. D'accord. J'allais vous dire qu'il faudra faire le lien, dans tous les cas, pour le mouvement sportif national, entre les Jeux méditerranéens et les futurs Jeux de Paris 2024. Est-ce que ça peut être une bonne préparation pour les Jeux méditerranéens olympiques? Ça doit l'être. C'est une étape. C'est d'abord un point de situation et également la projection des athlètes qui vont briller, de ceux qui sont derrière aussi, vers ces Jeux de Paris qu'il faut prendre en charge dès maintenant et ne pas faire l'erreur qui a été faite pour les Jeux Olympiques et d'attendre la veille pour les faire entrer en stage. Alors, hier, lors de votre installation, on va revoir les images tout de suite, le Premier ministre a interpellé les fédérations, parce que c'est aussi une des grandes ambitions de l'organisation de ces Jeux, c'est de gagner des médailles. Il faut savoir, il faut aussi le dire à l'opinion publique, que c'est pas facile. Il faudra se battre, il faudra se préparer. Et qu'est-ce qu'il faut faire, de quoi ont besoin ces fédérations, toutes disciplines confondues, dans les 21 ou 22 disciplines qu'il y a dans ces Jeux méditerranéens, 25 disciplines, pour qu'il y ait des performances, ou qu'on ait un bon classement. Écoutez, moi je peux pas dire... Je dis bon classement, vous voyez, je suis prudent. Voilà, je ne peux pas dire ce qu'il faut faire parce que c'est pas votre avis de technicien, pas votre rôle de commissaire au jeu. Il y a un ministre en charge des sports, et il y a un ministère qui doit se pencher sur la question. Le ministre a fait un constat sans complaisance de l'état actuel du mouvement sportif national et des fédérations. Le problème pour lui, c'est qu'il a trouvé des élections qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps. Et là, il faut se poser la question, comment se fait-il qu'on soit arrivé à reconduire quasiment des gens disqualifiés pour des tas de raisons, dont l'incompétence, il faut le dire, à travers les résultats du terrain. L'échec, l'incompétence et parfois la mauvaise gestion. Voilà, je ne veux pas ouvrir le dossier de la mauvaise gestion, ce n'est pas mes oignons. Je parle de ce qui est démontré sur le terrain. Nos athlètes ne produisent plus ce qu'ont produit leurs prédécesseurs et ce n'est pas normal. La richesse humaine, le potentiel humain de l'Algérie est considérable et on doit faire autre chose. Pendant ce temps, nos adversaires, nos rivaux travaillent. On va se focaliser sur les Tunisiens et les Égyptiens. On l'a dit tout à l'heure, ils sont devenus malheureusement meilleurs que nous dans la majorité des disciplines sportives. Comment est-ce possible? Alors que traditionnellement, on est meilleur. Certes, nous avons des champions, nous avons des talents futurs médaillables aux Jeux Olympiques. Nous avons Triki qui nous a fait frissonner lors des derniers Jeux Olympiques. Mais un sport ne se résume pas aux exploits de 2-3 athlètes. C'est un peuple qui doit être un peuple sportif, et le peuple algérien l'est. Il faut les prendre en charge pour justement que beaucoup de jeunes filles et garçons se projettent sur la pratique sportive et le sport de haut niveau, en fassent même un projet de vie, et ensuite il n'y a pas de raison, comme ceux qui ont su émerger à titre individuel par peut-être des moyens exceptionnels qu'ils ont eu, les autres par une bonne prise en charge pour au moins refaire ce que l'histoire nous a appris, comme que l'Algérie était capable de produire comme performance dans des Jeux à caractère olympique. De produire des athlètes qui gagnent, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être performant pour participer, il faut
décomplexer l'Algérien pour lui apprendre à se dire « je vais participer parce que je veux et je peux être le meilleur ». C'est comme ça que les champions réfléchissent. La culture de la gagne. La culture de la gagne. On est là, c'est l'Algérie qui gagne, c'est peut-être l'Algérie sportive du futur. Je dis ça, c'est pas poétique ou c'est pas rêveur de ma part, mais c'est une mentalité d'athlète de haut niveau. Il faut participer pour gagner, pour être le numéro 1. Absolument, parce que la responsabilité des athlètes aussi, des athlètes qui veulent gagner, qui gagnent, c'est aussi d'entraîner avec eux toute une dynamique derrière eux. Ce sont des modèles. Et c'est pour tous les jeunes derrière de dire, voilà, oui, c'est l'Algérie qui gagne et moi, je peux faire parce qu'ils ont pu faire. Alors, on va rester sur la participation et la qualité des athlètes. Vous vouliez poser une question sur la qualité des athlètes qui vont participer au jeu et est-ce qu'on peut la rehausser? Ouais. Alors, on ne va pas se le cacher, ces dernières années, les Jeux méditerranéens ont eu tendance à moins attirer le gratin mondial, on va dire. Mis à part dans les pays de la rive sud, pour lesquels les Jeux sont un objectif très important. Quel travail on va pouvoir faire, nous, pour attirer les meilleurs athlètes mondiaux, les Italiens, les Espagnols. On va donner l'exemple de l'Italie qui est championne olympique aux 100 mètres et aux 4 fois 100 mètres en athlétisme. Des nageurs italiens, des karatékas espagnols. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour attirer ces meilleurs athlètes pour qu'ils soient là à Oran sur les Jeux de 2022? Bien entendu, il y a une campagne de sensibilisation de toutes les fédérations des pays méditerranéens pour avoir la meilleure participation possible. Et en quantité, d'abord, parce que la réussite des Jeux, c'est aussi de dire, voilà, il y avait 4500 et quelques participants lors des derniers Jeux. Hein, c'est quand même quelque chose qui s'inscrit au palmarès des Jeux. Il y a eu tant d'hommes et tant de dames, etc. Surtout que c'est gratuit cette fois-ci. Surtout que c'est gratuit, exactement. Ouais. Et à côté de ça, il faut également demander une participation de qualité. Alors bon, ça dépend aussi d'une édition à une autre, les choses ne sont pas identiques. Pourquoi? Parce que ça dépend aussi des calendriers internationaux. Voilà, quel intérêt sportif ont les athlètes de haut niveau à venir se préparer dans ces Jeux méditerranéens? J'ai jeté un coup d'œil au calendrier. Il n'y a pas d'échéance internationale l'été 2022 dans la majorité des disciplines sportives. C'est bon signe, ça. À l'exception de... Non, dans la majorité des disciplines sportives. Voilà, c'est très bon signe parce que le choix est donné aux fédérations donc, des pays méditerranéens de venir aux Jeux méditerranéens d'Alger pour leur palmarès, pour leur préparation, comme vous l'avez dit, parce qu'ensuite 2023, c'est une année d'objectifs pour beaucoup de disciplines sportives, et également pour préparer et projeter leurs meilleurs talents. Donc il y a pour les fédérations étrangères un intérêt majeur à une forte participation. Je pense que l'expérience qu'ont vécu maintenant la majorité des fédérations à travers des participations pendant la période Covid, maintenant a rassuré que lorsque les dispositions sont prises, il n'y a pas de risque pour les athlètes participants. L'Algérie est un pays qui a engagé également une politique sanitaire très courageuse. Et efficace. Efficace dans le domaine du Covid. Nous allons faire un grand pas d'ici les Jeux pour obtenir un taux de vaccination vraiment optimal, remarquable. Et donc, c'est rassurant pour les délégations étrangères. À ce moment-là, il n'y a pas de raison, en dehors de celle éventuelle, ça peut traverser l'esprit dans certaines disciplines sportives de faire un break, parce que les athlètes n'ont pas trop souvent la possibilité de souffler. Mais je pense que maintenant, dans les programmes et les projections futures, la préparation prend plus le pas sur le repos et le break. Alors, juste une idée comme ça, est-ce que vous ne pensez pas, par exemple, ce serait assez judicieux en début d'année, quand les infrastructures seront prêtes, peut-être en contact avec les CNO, puisque le comité d'organisation des Jeux méditerranéens est en contact avec tous les comités nationaux olympiques des pays participants, de
d'inviter des membres de fédération, de responsables techniques, de faire une petite visite à Alger pour voir les magnifiques infrastructures où il y a peut-être des possibilités de record, peut-être, ou de performance. On n'a pas besoin de les inviter, ils vont venir. Non, je veux dire avant qu'ils viennent pour qu'ils... Non, ils vont venir en décembre. Le séminaire des chefs de mission, j'imagine. Le séminaire des chefs de mission, et ça, c'est une obligation incontournable. Après les élections qui seront en octobre. C'est d'ailleurs un passage obligé pour nous, en tant que comité d'organisation, d'être prêts pour ce rendez-vous, pour que cette visite qu'ils feront soit une réussite et que leur compte-rendu à leur comité olympique, soit positif. Et que le compte-rendu qui sera fait de chacun des comités olympiques au comité international des Jeux méditerranéens soit positif. Et à ce moment-là, donc, ça pourra effectivement jouer sur la volonté d'avoir une participation optimale. C'est votre premier rendez-vous important? Non, le premier rendez-vous, c'est dans quelques jours, c'est le 14 octobre. Le 14 octobre, il y a l'Assemblée générale élective du Comité international des Jeux méditerranéens, où malheureusement, M. Ammar Haddadi, président pendant 4 mandats, pendant 16 ans, a décidé de ne pas postuler de nouveau. Je le comprends, mais c'est dommage pour notre pays. Ammar Haddadi a été un grand dirigeant sportif. J'aurais souhaité le voir depuis longtemps président du comité national olympique algérien. Ça n'a pas été le cas malheureusement. Et d'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse, on peut faire des confidences des fois. Allez-y, c'est votre émission, ouvrez les parenthèses et fermez-les autant que vous voulez. Je lui ai demandé personnellement de retirer sa candidature au moment où, pour des raisons où, à mon sens, il fallait que l'Algérie redore son blason avec un président de comité olympique qui est une image internationale forte. Et j'ai demandé à M. Mustafa Al-Arfaoui d'être candidat. Et j'ai demandé à M. Ammar Haddadi, qui était secrétaire général, de ne pas se présenter. Et il l'a fait en grand seigneur. Voilà, je tiens à le dire, parce que je regrette que depuis ce moment-là, M. Haddadi n'ait pas pu être, à un autre moment, le président du comité olympique algérien. Il le méritait. Il a été un brillant président du CIJM. Il a su aussi protéger des intérêts tout à fait, stratégiques de l'Algérie. Tout à fait. Et je lui rends à travers cette émission un grand hommage. Il n'hésite pas à inclure des Algériens aussi. On a été ingrat avec lui aussi. Mais largement. Il s'en va parce qu'on a été ingrat avec lui. Largement, et c'est pour ça que je lui rends cet hommage et que je fais même cette confidence. Je disais, il n'hésite pas à faire rentrer des Algériens dans les instances, ce qui est rare. Les Algériens qui rentrent dans les instances internationales ont tendance à refermer la porte derrière eux, ce qui n'est pas le cas d'Ammar Haddadi qui a placé plusieurs Algériens dans les instances. Absolument. Une dernière précision, simplement sur la venue des athlètes. Le calendrier est aussi favorable, parce que les Jeux méditerranéens étaient toujours une année dans les années post-Jeux, c'est-à-dire une année après les Jeux olympiques. Les athlètes sont fatigués avaient tendance à débrayer un peu, à ne pas participer à de grands événements. Et maintenant que c'est 2 ans après, c'est peut-être la porte ouverte. Absolument. Ouais. Et je voudrais justement rappeler que le Comité international des Jeux méditerranéens a fait la demande à l'Algérie de reculer ces Jeux à 2022, de 2021 à 2022. Dans un premier temps, les responsables de l'époque, entre guillemets, avaient refusé la demande du Comité international des Jeux méditerranéens, qui s'imposait pourquoi? Parce qu'à Saragosse, il y a eu un décalage, à Tarragone, pardon. Tarragone, il y a eu un décalage qui a été imposé par des événements politiques ils étaient pas prêts, espagnols. Donc ce décalage a arrangé parfaitement le Comité international des Jeux méditerranéens avec une nouvelle vision et un décalage par rapport aux Jeux olympiques. Et donc effectivement, c'est maintenant plus favorable pour les athlètes, grâce à ce décalage, de participer cette année en 2022. Fort heureusement,
Le CIJM a fait une nouvelle tentative auprès des autorités algériennes et cette fois-ci obtenu gain de cause pour le report d'une année, avec bien entendu également les problèmes du coronavirus qui sont venus aggraver le tableau général et qui finalement, donc on a abouti à cette situation où les Jeux méditerranéens de 2021 auront lieu en 2022 à la satisfaction générale. Et à 2 ans des Jeux Olympiques de Paris en 2024, c'est excellent et peut-être que ce sera une chance, je dis une occasion, mais surtout une chance de la relance du sport national. Quand je dis sport, c'est tous les sports. Peut-être que l'Algérie du sport a besoin de ces JM pour repartir de l'avant avec les retards qu'on a pris de toutes ces années. C'est peut-être une chance, ces Jeux, pour l'Algérie. Sportivement, hein, oui, c'est une chance sportivement. D'abord pour faire un bilan, j'espère, plus optimiste qu'après les Jeux Olympiques, mais surtout qui nous transporte vers l'avenir avec une nouvelle vision, une nouvelle stratégie, des ambitions, et donc ensuite que cela se traduise sur le terrain par un travail au niveau des fédérations qui soit plus en rapport avec leur mission de développement, ce qui n'est pas le cas depuis longtemps. On a oublié le terme développement. Quand je parle de développement, je parle aussi de développement quantitatif. La pratique sportive dans notre pays est largement en deçà des attentes de notre population d'abord, et donc ensuite des besoins des équipes nationales d'avoir une grosse pratique en bas pour... Un sport de masse permet à l'élite d'avoir un vivier. Absolument, ça n'est pas une condition sine qua non, mais c'est une grosse aide pour avoir un échantillon le plus large possible de sélection. Et puis il n'y a pas que ça, socialement, on a vu l'importance de la bonne santé avec cette pandémie du Covid. Merci, là vous jetez une perche. Ben oui, on a besoin qu'on ait des enfants performants qui sont en bonne santé, et la bonne santé passe par une bonne nourriture et du sport, c'est très important. Voilà, ce que vous venez de dire, et je salue ce constat fait par vous. J'en ai parlé à plusieurs reprises ces temps-ci. Il faut qu'on touche du doigt, que l'ensemble de la population, des parents, touche du doigt le fait que les enfants, les sportifs, de façon générale, même s'ils ont été touchés par le Covid à travers le monde, il n'y a jamais eu de cas graves chez les sportifs. C'est-à-dire que les sportifs sont malades, certes, chez ceux qu'on a bien voulu laisser s'entraîner, parce que nous, on les a pas laissés se préparer, et donc là, il y a une différence. Mais donc, à travers le monde, les sportifs ont été malades, mais 15 jours après, ils reprenaient... Parce qu'ils ont une immunité élevée, voilà. C'est presque, il faut peut-être rappeler presque un plan Marshall pour massifier le sport. Pour massifier la pratique sportive, c'est pour ça que j'ai rappelé la mission des fédérations, la mission des communes, pour effectivement permettre à tous les jeunes Algériens, filles et garçons, et même à tous âges, de pratiquer le sport pour la santé en général. On ne voit pas le temps passer avec vous, il reste 10-12 minutes. Alors, je ne sais pas si Aziz est au courant, donc le directoire de la Fédération algérienne de handball a décidé d'organiser le vendredi 15 la Super Coupe de handball, garçons et filles. Hasard ou coïncidence? On ne peut pas dire qu'ils ont décidé. Hasard ou coïncidence? Ils ont proposé ce programme, puisque le président du directoire, M. Abdelkrim Benjmil... C'était votre capitaine d'équipe. Voilà. Capitaine d'équipe, l'un des brillants capitaines d'équipe. Le grand Benjmil. M'a contacté aujourd'hui pour ça, parce que, bien entendu, il faut que le Palais des Sports puisse recevoir la compétition. Donc j'ai promis de voir comment la faisabilité de la chose, parce qu'effectivement, et vous le disiez tout à l'heure, on a besoin d'énormément de tests sur les infrastructures retenues pour les Jeux Olympiques pour tester l'ensemble du processus organisationnel. Et ça, ce sera déjà la première pierre. Vendredi 15, 17h la finale filles, 15h et 17h la finale garçons. Voilà, et d'ailleurs, peut-être qu'on sera là-bas. Peut-être qu'il va commenter le match, comme je le connais. Alors, on va parler d'un des pôles les plus importants de l'organisation, du COJM, du comité d'organisation des Jeux, c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux. Alors, d'abord, l'écran est magnifique.
le stade d'Oran est un bijou, peut-être un des plus beaux stades sur la rive sud de la Méditerranée, n'ayons pas peur des mots. Il y aura une cérémonie qui... Est-ce que vous avez une idée sur ce qui va être dedans? En tout cas, ça sera certainement beaucoup de rayonnement culturel de l'Algérie dedans et aussi montrer l'histoire millénaire, plurimillénaire de l'Algérie, puisqu'on aura des invités, vous avez dit, de plusieurs continents qui seront chez nous et qui regarderont la télévision algérienne qui est le partenaire et qui vous accompagnera et qui accompagnera les Jeux jusqu'à cette magnifique date du 5 juillet, date de la cérémonie de clôture. C'est l'une des missions donc, des cérémonies d'ouverture et de clôture, c'est de faire de présenter donc l'histoire et la culture des nations et de la ville organisatrice, en l'occurrence Oran cette fois-ci, et toute cette belle région. Et donc, on l'a évoqué tout à l'heure, donc la culture, avec le renvoi que cela fait vers le tourisme, etc. La cérémonie d'ouverture, alors c'est une de ces missions, la mission des Jeux, mais c'est un des leviers, c'est cette cérémonie d'ouverture, et ce sont des moments très important pour les athlètes eux-mêmes de vivre ces cérémonies. Il faut qu'elles soient grandioses. Elle a été grandiose avec les Jeux méditerranéens de 1975. Elle devra l'être encore cette fois-ci. Et même lors des Jeux intermédiaires que nous avons vécus, en 1978 aussi, elle a été grandiose. Elles ont été belles, ces cérémonies. Je pense que les dispositions ont déjà été prises pour qu'elles le soient. Je n'ai pas encore pu porter un regard. Mais on vous réinvitera pour nous donner un peu le... Vous n'allez pas dévoiler, parce que souvent c'est secret, hein, ce genre de cérémonie, mais vous nous donnerez les grandes lignes des messages les messages, les artistes les aussi, messages et les artistes. Tous, hein. Voilà, vous vouliez parler d'artistes, vous parlez de DJ Snake, je crois, tout à l'heure. Justement, on se posait la question tout à l'heure hors antenne, qui étaient les grands artistes algériens actuellement sur la scène internationale, et on parlait de DJ Snake, qui est justement actuellement à Oran, qui est de passage à Oran. Est-ce que c'est pas l'occasion justement de l'inviter à venir participer à cette cérémonie je pense que ce serait un des meilleurs ambassadeurs qu'on puisse avoir sur les Jeux. Ben, puisque vous le dites, on lance le message. En tout cas, l'inviter. Oui, maintenant la cérémonie, j'ai dit je ne peux pas en parler dès lors qu'il y a des choses qui ont déjà dû être faites. Il y a une commission qui est chargée de la cérémonie d'ouverture et de la cérémonie de clôture. Donc je vais faire le point de situation sur ce qui a déjà été fait, qui a déjà été envisagé. Et à ce moment-là, je pourrai en savoir plus et vous en dire plus la prochaine fois. On parle de DJ Snake, on parle aussi de Cheb Khaled, on parle de Safi Boutella qui ont l'habitude de ces grands événements et qui peuvent être des... Alors on a débordé, on est déjà à 1 minute en plus. Alors on n'a pas parlé de billetterie, de business pour ces Jeux parce que l'État a mis... beaucoup d'argent pour la réussite de ces Jeux, mais il va y avoir, c'est votre rayon, le marketing, c'est votre dada, le marketing sportif, mais il faut des retombées, qu'elles soient financières ou autres, ou d'image, ou touristiques, peu importe. Il va y en avoir, on n'a pas parlé des Paralympiques aussi, je vous le mets en vrac, tout ça, et puis on parlera d'héritage à la fin, l'héritage des Jeux, qu'on va garder après la cérémonie de clôture. Les Paralympiques, peut-être pour commencer, on s'est étonné dans le programme. Habituellement, il y a 2 à 3 compétitions paralympiques qui sont ajoutées au programme des Jeux méditerranéens. Ce n'est pas le cas pour ces Jeux d'Oran. C'est dommage, sachant qu'on a des athlètes extraordinaires, brillants. Est-ce qu'il est encore temps de changer ce programme? Est-ce qu'on peut intervenir là-dessus? Voilà, certains sports comme l'aviron qui sont pas au programme. Là, je ne veux pas qu'on parle de choses que je n'ai pas eu la possibilité d'étudier. Je donnerai de faux espoirs. Il faut que je vois ça avec ce qui a été fait. Il y a le CIJM aussi qui est derrière. Bien sûr. On ne peut pas envisager quoi que ce soit dans le programme sans la maison mère qui est le comité international. Et donc je vais regarder avec attention. Moi j'ai déjà évoqué les Paralympiques dans d'autres interventions par rapport à ce qu'ils ont déjà apporté au mouvement sportif national et en particulier lors des récents Jeux paralympiques de Tokyo. Il faut déjà envisager les Jeux paralympiques de Paris et j'ai été enchanté de voir
que la cité olympique dont nous avons parlé, le village olympique, a pris des dispositions. Il y a des dispositions qui sont prises pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. À mobilité réduite, donc dans les bâtiments de cette cité. Donc maintenant, il faut étudier la question pour voir ce qui a été fait et ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Alors, on va finir par les retombées, quelles qu'elles soient, financières ou autres. C'est surtout l'image de l'Algérie qui va rayonner, et ça n'a pas de prix. L'État algérien, dans son engagement pour l'ensemble de ces manifestations, n'a jamais cherché des retombées financières. Donc, pour cette fois-ci aussi, je ne pense pas que ce soit à l'ordre du jour en termes d'objectifs. L'image de l'Algérie, oui, absolument. L'image positive aussi de la ville d'Oran et de sa région. De sa jeunesse. De la jeunesse du peuple algérien, de sa richesse, de son énergie. Oui, tout ça, c'est l'un des objectifs essentiels. La capacité de l'Algérie à être au plus haut niveau des nations du monde. Alors on me crie dans l'oreillette beaucoup plus que vous sur un banc de touche, croyez-moi. En tout cas, vous nous faites la promesse ce soir, après le 31 décembre, au début de l'année 2022, vous viendrez faire un bilan intermédiaire. Vous serez notre invité puisque nous sommes également partenaires et participants entiers, je parle de l'EPTV, de ces Jeux méditerranéens. Avec plaisir, c'est toujours un devoir d'abord pour moi, en tant qu'olympique, de me soumettre à toutes les sollicitations de la presse. Et un grand plaisir d'être parmi vous sur ce plateau. Merci beaucoup, M. Aziz Darouaz, commissaire des 19e Jeux méditerranéens d'Oran 2022. On y est déjà, hein, parce que le compte à rebours, demain, ce sera 262, et on va égrener ces jours jusqu'à cette magnifique date du 25... Essayez de le faire tous les jours. On va le faire. Voilà. On va le faire. C'est une promesse, hein, et Nordine Hani garant. Et merci Nordine d'avoir été là ce soir. Je voudrais juste poser une toute petite question. Rapidement. Y aura-t-il un mercato au niveau du comité d'organisation? Je ne peux rien dire là-dessus. En tout cas, il a dit travail, c'est le secret de la réussite, et on espère, on est sûr hein, qu'on ira au bout. Merci Nordine Hani, merci Mahmoud Bouguelmouh, merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir veillé